On va continuer pour terminer cette journée avec une histoire. Je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde ici qui connaît l'ampleur du succès d'un canal YouTube qui s'appelle Watch Mojo, qui est vraiment un des canaux les plus écoutés au monde. Et ça vient d'ici. C'est vraiment écoutez, c'est des statistiques qui font vraiment saliver des yeux. 25 millions d'abonnés, 15 milliards de vues, 65 milliards de minutes de visionnement, une portée mensuelle de 100 millions de consommateurs uniques. Ouais, je pense qu'il faut être fin avec notre prochain invité, aller vraiment faire copain-copain avec lui. Il a été gagnant en 2015 du titre E&Y d'entrepreneur de l'année dans la catégorie média. Ashkan Karbash-Frouchan est en effet fondateur et PDG donc, de cette entreprise, l'un des plus importants producteurs de contenu vidéo au monde. Il est gradué en finance du John Molson School of Business. Il a été analyste financier dans un premier temps avant d'œuvrer dans l'édition pour le compte d'Askman. Et c'est vers cette époque qu'il a lancé Watch Mojo. Il est rédacteur et rédige des milliers d'articles sur les affaires, le sport, le monde du divertissement. C'est d'ailleurs des thèmes qui sont traités par l'équipe de Watch Mojo. Il est résident ici à Montréal. Et aujourd'hui, il va nous parler donc du succès de cette entreprise et surtout, et ça, je pense que ça touche tout le monde, peu importe la manière dont on développe son entreprise. On l'a dit maintes et maintes fois, Steve Jobs, c'est celui qui racontait de l'histoire à côté des bons produits que Steve Wozniak faisait. Sans Steve Jobs, Wozniak n'aurait peut-être pas connu le succès qu'il a eu et vice-versa. Donc, raconter des bonnes histoires, c'est ce dont va nous parler notre prochain invité. Veuillez accueillir Ashkan Karbash-Frouchan. Ça va bien? Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Étant donné que c'est ma première présentation en français dans 10 ans, je m'excuse déjà pour tous les anglicismes qui vont suivre au cours des prochaines 30 minutes. Mais ouais, bon, essentiellement, vous avez déjà reçu l'introduction et la description de Watch Mojo. Je dirais, il n'y a pas vraiment plus à ajouter. En effet, on n'est pas juste la plus grande chaîne canadienne, mais également une des 20 plus grands au monde. Je dirais qu'avant nous, il y a la chaîne de WWE, la chaîne de Ellen, la chaîne de PewDiePie, et essentiellement, à part ça, il y a environ 10 chaînes de Vivo, alors de Eminem, de Taylor Swift, et ainsi de suite. Puis on est basé à Montréal, juste à côté de Ubisoft, sur Saint-Laurent. Bon. J'ai fondé Watch Mojo en 2006, même si je n'avais jamais vraiment manipulé une caméra. Puis la raison, c'était qu'aujourd'hui, plus ou moins sur tous les sites web, il y a une vidéo. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas du tout. Essentiellement, j'envisageais un futur où chaque page web, si c'était une page d'histoire, une page de divertissement, il n'y aurait pas juste du contenu texte, mais également un vidéo. Puis le but, c'était de devenir un peu comme le arms supplier, un producteur qui pouvait fournir un vidéo sur chaque sujet au monde. Alexandre le Grand, la mode, la ville de Madrid et également les célébrités. Alors, sur l'Internet, il y a clairement les 3 C, le contenu, la communauté et le commerce. Alors, quand on m'a invité à venir parler, j'étais un peu nerveux, d'abord que ça allait être en français, ou préférablement en français. Et deuxièmement, j'ai dit, écoutez, moi, je suis un mec qui a travaillé dans le monde du contenu. Je ne prétends pas être un expert en commerce, mais c'est vrai que pour avoir du succès ces jours-ci, clairement, il faut être agile à raconter une histoire. Alors aujourd'hui, la présentation, c'est surtout basé sur cela. Alors pourquoi penser au contenu? L'annonce et la publicité marchent relativement bien. Puis, à vrai dire, j'étais très impressionné par la plupart des présentations, surtout L'Oréal. Je dirais que leur manifesto est très impressionnant. Puis même quand on a vu comme la relation entre l'intérêt que quelqu'un a dans un produit relatif à un autre, je dirais que ça, c'est plus ou moins le futur. Chez nous, on produit du contenu sur le monde du divertissement. Alors, si on sait que quelqu'un aime Batman, c'est plus ou moins évident qu'ils vont probablement aimer Superman. Mais si on peut commencer à faire des relations et dire que, si on aime Batman et on aime Superman, également on aime voyager à Barcelone, humor me, ça commence à devenir de plus en plus intéressant.
Puis je vais parler de ça dans quelques minutes. Alors, actuellement, le monde est en train de se fracturer en deux sphères. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, il y a le côté riche et moins riche. Il y a le côté, le monde qui parle l'anglais et le monde qui est probablement pas anglophone. Également, ces jours-ci surtout, il y a les États-Unis et le reste du monde. Ou peut-être les États-Unis et la Russie et le reste du monde. Mais ça se manifeste en plusieurs façons. On peut parler, si c'était une conférence d'histoire ou de politique, on parlerait d'autres thèmes. Mais aujourd'hui, surtout, je veux parler du sphère publicité et l'abonnement. Il y a 2 semaines, nos amis chez Warner Media m'ont invité à Los Angeles parce que AT&T avait une conférence. Alors, eux, ils ont payé 80 milliards de dollars pour Warner Media. Essentiellement, c'est une hypothèse qu'ils vont prendre la technologie, le data, le contenu et la publicité, puis mettre ça tout ensemble. Plus tôt cette semaine, j'étais à New York, puis c'était Internet Week, la semaine de la publicité. Puis, il y avait vraiment toujours 2 hypothèses qui étaient en conflit. Il y a des personnes qui disent, non, l'avenir, il ne va pas avoir de la publicité, advertising is dead. Puis, il y a l'autre hypothèse qui dit, non, tout le futur, ça va tout être basé sur la publicité. Puis je trouve que c'est un peu, les 2 vues, c'est des vues très simplistes, parce que la réalité, c'est que c'est clair que si vous êtes riche relativement, vous allez payer pour le confort et le convenience de ne pas avoir une publicité. Vous êtes prêt à payer 5 $, 10 $ par mois pour un YouTube qui ne va avoir pas de publicité. Mais même Netflix, qui est en théorie, disons, la communauté qui est basée sur l'abonnement, puis ils ont toujours dit on ne va pas avoir de la publicité, si vous suivez ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à avoir de la promotion. Mais première phase, c'est de la promotion pour leurs émissions. Mais il ne faut pas être naïf. C'est quoi? Ça va aller où? Éventuellement, il va avoir de la publicité. Il va avoir un forfait à 5 à 8 $ avec la pub et un forfait à 5 à 8 $ avec la pub et un à 10 à 15 $ sans pub. Alors, c'est important de savoir que le monde ne va jamais être un ou l'autre. Il va avoir les deux réalités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas 10 $ pour acheter de la nourriture. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans le monde du marketing, de penser que tout le monde va avoir les sous pour ne pas vouloir voir de la publicité, alors donc ils vont payer pour être abonnés à un service, c'est un peu naïf. Okay? Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que la publicité, essentiellement, est en train de changer. Chaque fois qu'on parle de la publicité à la télévision, de 30-second ad spot, on parle dans un contexte que c'est la fin, c'est la mort, ça ne va plus exister. Et la raison pourquoi on dit ça, je dirais, peut se trouver sur cette image. Vous voyez quoi, vous, sur cette image, que je dirais est un game changer? Anybody? Quelqu'un? Des volontaires? Vous voyez quoi ici que vous pensez change un peu l'enjeu de la publicité? Oui? Exactement, Skip Ad. Alors moi, je travaille 12 ans dans le monde du vidéo, WatchMojo et YouTube. On a tous les deux enregistré nos URLs dans le même mois. 18 mois plus tard, YouTube a été ramassé pour 1,6 milliard de dollars. Nous, ça nous a pris un peu de temps pour savoir quoi faire, mais tout pour dire que on a vu un peu toutes les tendances venir et je dirais que cette innovation par YouTube, le produit s'appelle TrueView, T-R-U-V-I-E-W, je dirais que c'est probablement le plus grand game changer dans le monde de la publicité. Parce que ça a fait 2 choses. Dans le niveau macro, ce que ça a fait, c'est que toutes les autres compagnies, ils avaient moins d'achalandage sur leur plateforme que YouTube. Alors eux, puis la vidéo, c'est très cher. C'est cher pour en produire, c'est cher pour faire le hosting, c'est cher pour le bandwidth, le delivery. Tout l'aspect du vidéo est super cher. Même quand vous pensez à une annonce qui va être une photo dans le circulaire est beaucoup moins chère qu'une annonce qui va être éventuellement une vidéo. Mais ce que YouTube a fait essentiellement, c'est qu'ils ont entraîné toute une génération de viewers à dire que non, on a le pouvoir. Si on ne veut pas voir une annonce, on ne va pas voir l'annonce. Au sein macro, ce que ça a fait, c'est que ça a doublé, disons, la domination de YouTube dans le marché du vidéo, parce que YouTube était une propriété de Google, qui est le plus grand moteur de recherche au monde, et YouTube est le 2e plus grand moteur de recherche au monde. Alors, je dirais que
dans le monde du vidéo, YouTube est peut-être même une plus grande monopolie que Google l'est dans le marché de la recherche, des moteurs de recherche. Mais ce que ça fait, en plus, c'est que toutes les autres compagnies ont commencé à avoir une plus grande difficulté de rester en affaires. Parce que les usagers disaient, non, nous, on ne veut plus voir l'annonce, on ne veut plus voir la publicité. Alors, ils ont tous allé sur YouTube. Puis je dirais que ça, plus qu'autre chose, mais également, il y a d'autres aspects avec les droits d'auteur et ainsi de suite, mais je dirais qu'au niveau de consumer behavior, c'est ça qui a probablement changé le behavior des usagers le plus au cours des dernières 10 ans. Puis, la raison pourquoi ça prend une plus grande ampleur, c'est parce que YouTube est en train de remplacer la télévision. Quand on regarde aux cotes ratings, quand on regarde aux cotes de la télévision, on pense que c'est une erreur. J'étais à New York sur un panel, puis il y a un monsieur qui suit toutes les compagnies de télévision. Il disait que, par exemple, lundi soir, la cote des gens qui regardent les matchs de football est 50% plus faible qu'il y a un an. Les personnes qui regardaient avant les sitcoms un vendredi soir, c'est comme 30-40% plus bas. Alors ça va être accéléré parce que YouTube, pas juste YouTube, mais également YouTube TV est en train de tout changer la façon que les usagers se comportent. Une autre chose, c'est que je dirais que tout le monde parfois me demande, est-ce que c'est Netflix ou c'est YouTube qui est vraiment comme le baromètre du futur de la télévision? Puis je dis, de mon point de vue, Netflix est probablement un changement plus évolutionnaire, mais YouTube est sincèrement beaucoup plus révolutionnaire. C'est que ça change l'entraînement et le comportement d'une génération. Tandis que Netflix, tout ce que ça fait, c'est ça prend la programmation qui était plus ou moins sur la télévision, puis ça vous donne le choix de voir quand vous voulez. Ça, c'est évolutionnaire. Mais YouTube, ça change tout. Ça change tout. La définition de la qualité, la définition des vedettes. Juste le fait du skippable ads. Alors, je dirais que si vous n'avez pas une stratégie qui est plus ou moins, je ne dirais pas nécessairement basée sur YouTube, mais si YouTube n'est pas 25, 30, 40% de votre stratégie, vous allez avoir des problèmes parce que c'est ça qui est en train de changer le comportement des usagers. Alors, ça nous force à poser la question, la publicité qu'on veut voir, qu'on ne va pas skip, ça ressemble à quoi? Bon, rapidement, il y a 2 jours, j'ai présenté un peu un court histoire de WatchMojo avec tout le monde, on est stéréotypé, tout le monde pense qu'on pense juste en top 10. Mais essentiellement, on est connu pour les top 10, alors ils m'ont demandé c'est quoi. Je vais aller assez rapidement, mais je vais mettre l'emphase sur 1 ou 2 de ces choses. D'abord, les nouvelles règles du jeu. Ce que je veux dire par ça, c'est que la télévision, on ne peut pas prendre les choses qui marchaient à la télévision puis de les mettre sur YouTube. Ça ne va pas marcher, la preuve est in the rearview mirror. Également, si vous avez une stratégie qui marche dans le contexte du contenu texte, alors les articles, ce n'est pas comme si vous pouvez prendre une stratégie de revue, puis de traduire ça, puis de développer des vidéos. C'est vraiment une autre stratégie. Numéro 9, l'embarras du choix. Vous savez ça déjà, les consommateurs ont tellement de choix. Alors la raison pourquoi nous on a commencé vraiment, en 2006, on avait une vidéo sur tout, puis il y avait les formats il y avait plusieurs formats, entrevues, les listes, un peu de tout. Mais la raison pourquoi on a mis vraiment le focus sur les top 10 listes, c'est parce que moi, je respectais l'usager. Je disais que l'usager a tellement de choses à faire qu'au lieu de lire un article de 1000 mots, ils vont probablement préférer avoir l'information un peu plus condensée. Quand je dis que le contenu est moléculaire, ça veut dire quoi? Parfois, vous produisez du contenu dans le secteur de mode ou vous produisez des entrevues. Mais il faut se rappeler que c'est 3 leviers. Il y a les catégories, divertissement, mode, loisirs, voiture, finance, ainsi de suite. Ensuite, il y a le format, ça peut être un list, ça peut être une entrevue, ça peut être plusieurs choses. Ensuite, il y a le style. Est-ce que vous enregistrez? Est-ce qu'il y a du montage de quelqu'un? Ou est-ce que c'est juste vous prenez des clips, licenciés ou pas, et vous produisez quelque chose qui est plutôt mash-up? Alors, l'erreur que plusieurs compagnies font en marketing, c'est qu'ils essayent une formule, une certaine catégorie, un format, dans un style. Puis si ça ne marche pas, ils pensent que ce n'est pas qu'il faut changer les formules. C'est « they throw out the baby with the bathwater ». Alors, il faut vraiment expérimenter avant de savoir c'est quoi la formule qui marche pour vous. L'engagement,
il faut faire attention. Un des plus grandes erreurs que les gens font, mais je dirais que ça arrive de moins en moins souvent, c'est qu'ils pensent qu'une vidéo qui va marcher sur YouTube également va marcher sur Facebook. Sur Facebook, ce qui marche, Mark Zuckerberg, il veut que vous partagiez le vidéo. Si vous partagez le vidéo, ça continue. Le loop continue. Vous regardez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous aimez quelque chose, vous le partagez, quelqu'un d'autre dans votre réseau social va le voir. Sur YouTube, tout ce qui compte, c'est essentiellement que vous voyez le vidéo. Alors, si c'est une vidéo de 10 minutes, nous, on a beaucoup de chance que c'est une vidéo de 10 minutes en moyenne, et les usagers voient environ 70% du vidéo. Alors, le message que ça envoie à YouTube, c'est que, ça c'est la qualité. C'est pas comme une vidéo où on appuie, on commence à regarder, après quelques secondes, on n'aime pas. Ça vous pénalise. Alors, parfois, c'est facile de vouloir produire du contenu que vous pensez, il y a beaucoup de personnes qui vont voir le vidéo, mais si les personnes ne restent pas jusqu'à la fin, vous êtes en train de vous pénaliser vous-même. Ensuite, alors l'engagement sur YouTube, c'est plus ou moins la somme des likes, dislikes, les commentaires et les partages. Alors, vous pouvez imaginer que le plus que vous avez de cette somme, de cette formule, le plus que YouTube va bénéficier de vos vidéos. C'est important quand on pense de notre clientèle. Nous, on a deux profils de clients. On a les annonceurs, les compagnies de médias qui essentiellement prennent des licences de notre contenu. Puis c'est eux essentiellement qui nous payent, directement ou indirectement. Mais vraiment, notre clientèle à moi, c'est les usagers. Pour moi, clairement, je respecte les annonceurs, je respecte les compagnies de médias, mais c'est secondaire. C'est les usagers qui vont investir leur temps et c'est ça qui va signaler aux autres que, ça c'est de la qualité, c'est quelque chose que les gens aiment. Pour nous, et je ne dis pas que ça va marcher pour vous, mais juste en tant qu'anecdote, ce qu'on a réalisé, c'est une fois qu'on est devenu de plus en plus populaire, c'était impossible de savoir ce que les gens voulaient. Alors, parfois, je lisais dans un commentaire, OK, dans un mois, c'est l'anniversaire du décès de Freddie Mercury. Je pense que c'est le fait, il est décédé au mois de novembre. Alors, il disait, est-ce que vous pouvez faire un top 10 sur Queen? Mais voir ça sur le commentaire, la section des commentaires sur YouTube, c'est un peu le chaos. Alors, on a bâti quelque chose, notre suggestion tool. Essentiellement, ça a permis à nos usagers d'aller voter et dire, je veux voir top 10 Queen songs. Puis, il y avait quelqu'un d'autre qui venait qui disait, yes, I agree. Il y avait quelqu'un qui disait, bad idea. Puis les autres personnes pouvaient voter également les meilleures chansons. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You. Tout ce qu'on voyait essentiellement, c'était qu'on a donné essentiellement le microphone à nos usagers. Il y a des personnes ensuite qui disent, OK, alors vous, tout ce que vous faites, c'est vous prenez blindly, aveuglement, vous prenez les suggestions que vos usagers vous demandent et vous convertissez ça en vidéo. Je dis, non, c'est juste un autre indice. On prend ça, puis ensuite, on fait notre propre recherche. Mais la leçon pour moi, c'est que quand on est dans l'industrie du contenu, quand on songe être un raconteur d'histoire, il faut avoir la confiance de dire, moi, je pense que je sais ce que vous voulez lire, écouter, voir. Puis je pense que c'est probablement plus que la moitié de la formule. Mais les meilleurs raconteurs d'histoire sont ceux qui ont le courage et la confiance de dire, mais vous savez quoi? Je vais écouter à mon lecteur, je vais écouter à mon écouteur, je vais écouter pour voir c'est quoi qu'eux, ils cherchent. Et je vais commencer à adapter, et je vais rester fresh, et je vais toujours surprendre et ravir mon usager. Puis je dirais que ça, c'est ce qu'on a fait qui était vraiment, vraiment intelligent. On a su balancer la confiance de dire, vous voulez ce contenu, avec le courage de dire, mais, your turn, qu'est-ce qu'on devrait produire? Art et science. Ces jours-ci, je pense qu'on va un peu trop, mettre trop d'accès d'emphase sur le data et la science. Dans le monde du contenu, il n'y a pas vraiment, c'est quelque chose qui est très émotif, c'est très intangible. Si en 2006, j'aurais posé aux gens, c'est quel genre de contenu que vous voulez voir? Ils nous auraient dit, on veut voir le user-generated content en haute définition. Un peu comme quand Henry Ford a dit, si je demande aux gens c'est quoi qu'ils veulent, ils vont dire, je veux des chevaux qui vont plus rapidement. Plus ou moins. Alors, parfois, c'est bien de dire, OK, c'est quoi les statistiques, les données, ça suggère quoi? Mais au bout de compte, c'est vraiment beaucoup plus art que science. La répétition. C'est impossible de baser une stratégie de contenu qui va avoir du succès si c'est quelque chose que vous pouvez faire une fois. Même Apple, avec leur fameuse annonce de la télé 1984, ce n'était pas la chose
la seule chose qu'ils ont fait. Ça faisait partie d'une campagne Think Different. Alors, c'est très important quand vous avez une bonne idée de dire « Hey, it's a great idea, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? » Même chose avec les métadonnées, the metadata. Le vidéo, ce n'est pas comme les articles où les moteurs de recherche scannent l'article, ils comprennent c'est quoi. Le vidéo, essentiellement, les moteurs de recherche sont aveugles. Alors, il faut leur dire d'écrire c'est quoi le vidéo. Mais ce que je dis aux gens, c'est le métadonnées, ça doit être au régime. Mettez pas trop haut, mettez pas des choses qui ne sont pas vraiment réelles et descriptives du vidéo, parce qu'essentiellement, vous voulez juste vous pénaliser. Donc, comme n'importe quelle autre chose, la patience et la persistance, vous n'allez jamais avoir du succès du jour au lendemain. Nous, ça nous a pris 6 ans avant que WatchMojo est devenu une affaire. On a perdu, on n'était pas rentable pour 6 ans, et c'est plus ou moins normal quand on rentre dans le domaine du contenu. Et finalement, il faut être crédible et avoir une voix authentique. Ce n'est pas juste parce que it sounds cheesy and nice to hear, c'est parce que si vous ne faites pas quelque chose dont vous êtes vraiment un expert ou vous êtes vraiment passionné, vous n'allez jamais pouvoir faire les autres choses. Vous n'allez jamais pouvoir rester patient, vous n'allez jamais avoir l'engagement, les personnes ne vont pas voir le vidéo parce qu'ils vont voir que you're basically faking it. Bon, alors ça c'est juste un exemple du moteur de recherche. On va partager ça si vous êtes intéressé. Alors nous, je trouve que les producteurs de contenu sont chanceux. Pourquoi? Parce que nous, nos fans sont essentiellement les admirateurs de ces franchises populaires. Pour nous, le contenu devient l'outil de marketing. It's not even fair. Pour vous, vous produisez des produits et des services et il faut trouver une façon de dériver une émotion autour de cela. Puis, alors pour vous, vous avez un plus grand défi et non, ce n'est pas juste Amazon ou Jeff Bezos, mais surtout, c'est comment est-ce que vous prenez votre produit et vous trouvez une histoire pour que l'auditoire de demain, qui est en contrôle de la programmation, veut voir votre annonce, veut écouter. Maintenant, un peu de contexte. C'est clair qu'il faut savoir c'est quoi qu'on cherche à faire. Nous, il y a 2 ans, on a décidé de faire la commandite des Islanders à New York. Pourquoi? 1, c'était moins cher que les Canadiens de Montréal. 2, c'est parce que nous, on voulait quelque chose pour entertain our clients à New York. 3, c'était comme Mad Men dit, if you don't like what the conversation is, change it, plus ou moins. Nous, on ne voulait pas être vus, aperçus juste comme une chaîne sur YouTube. On voulait dire, non, we're a global media company. We sponsor the NHL in the biggest market in the world. Ça a marché. Les personnes pensaient qu'on payait des millions de dollars pour ça. Ça nous a coûté, mais ça n'a pas coûté des millions de dollars par année. Alors, tout pour dire que ça, c'est très différent. Okay? Ça dépend si c'est une question de branding, une question de positionnement versus je veux vendre plus de fruits. Mais c'est quoi la valeur du branding? Je n'ai pas besoin de vous le dire. La compagnie qui vaut le plus la marque, c'est Amazon. Amazon, cette année, a passé la marque d'1 trillion de dollars de valorisation. Puis même Steve Jobs, le cofondateur de Apple, qui était le premier compagnie à toucher la cible de 1 trillion de dollars, a dit « The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values, and agenda of an entire generation that is to come. » OK, Astérix, lui, c'était le storyteller. Wozniak, c'était le batteur de produits, comme monsieur l'a expliqué. Mais tout pour dire que c'est vrai. Absolutely. Il faut avoir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est justement comment est-ce qu'on raconte une histoire pour que les gens veulent écouter. OK, alors, ouais, puis c'est pas juste Steve Jobs, ça arrive maintenant. Dans toutes les compagnies, c'est un atout et c'est une habileté qu'on cherche. Les tactiques pour raconter l'histoire, ça peut être l'humour. Wendy's, où est-ce que je peux trouver le McDonald's le plus proche? Wendy's répond, OK, je suggère pas ça comme réponse, mais c'est de l'humour. Il y a Dollar Shave Club, Our Blades are effing great. Ça, c'est un exemple. Eux, ils ont été achetés par, je pense, Gillette. Non, Procter & Gamble. Unilever, je m'excuse, Unilever. Mais ça, c'est un exemple de quelque chose qui marche. Mais pour être juste, il n'y a pas de répétition ici. C'est une vidéo qu'ils ont produit. Ça a été vu 25 millions de fois. Free marketing. Mais même si c'est génial, ce n'est pas quelque chose qui vraiment va avoir beaucoup de répétitions. Mais, doesn't matter. Free ads. L'autre tactique, c'est la responsabilité sociale. Mais ça, il faut le faire si c'est sincère. Si Amazon commence à dire « We care about our employees », I'm not sure. Puis c'est pas « I'm not throwing them down the stairs », mais je veux dire, il faut être sincère. L'autre que je veux mettre un peu d'emphase, moi, j'adore En Route, Spafax. Et Air Canada, moi, ce que j'adore de En Route, c'est que, comme ici, j'ai vraiment essayé de minimiser les anglicismes et de traduire.
Je n'ai pas vraiment trouvé le terme que je cherchais en français pour stakeholders. Stakeholders, c'est actionnaires, clients, employés, communauté. C'est quoi le meilleur terme pour décrire ça en français? Mais ce que j'aime, c'est que Air Canada, dans En route, oui, il y a des choses évidentes comme « Hey, check out our new route to Thailand. Visit Thailand. » Ça, c'est clair. It makes sense. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a les histoires de leurs clients. Il y a les histoires de leurs avions, de leurs routes. Il y a les histoires, c'est bref, mais de leurs employés, de ces communautés. Et je trouve ça vraiment, c'est le passe-partout quand on travaille et on offre un produit ou un service. D'autres exemples, si on travaille chez Provigo, on devrait avoir quelque chose comme En route, digital, basé sur l'Internet et mobile, vraiment bâti avec du vidéo surtout, parce que c'est l'avenir. Bien manger, bien vivre. Sport expert, les grandes aventures. Les banques, vivre indépendamment. Parce que c'est ça vraiment le service qu'on offre, plus que juste une hypothèque, une patate. Même si on a besoin de bonnes patates parfois. OK. Alors, en conclusion, quand le moment vient de développer votre message, disons, je dirais votre checklist, vos questions devraient être, c'est quoi la valeur unique? Et le mot valeur, c'est les deux. Valeur trait, mais également valeur value. C'est quoi la valeur unique et claire dans laquelle vous êtes vraiment un leader? Quel est le ton approprié? Pour une compagnie d'assurance, parfois ça marche quand c'est drôle, cynique, mais parfois ça ne peut pas marcher. Est-ce que ce message renforce vos valeurs organisationnelles? Est-ce que le message va être aperçu comme étant authentique et sincère? Est-ce que cette aventure va prendre du temps pour devenir populaire? Et ça, c'est vraiment, this is the acid test. Et est-ce que l'organisation, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment patient? Parce que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources. J'ai adoré le manifesto global de L'Oréal. Demain, je vais m'inspirer de ça en donnant crédit à notre compagnie, parce que je trouve que c'est clair, mais c'est ça. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont faire du second guessing. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, nous, on aurait dû être cynique. Non, il faut être ironique. Non, il faut être tragique. » Mais toutes ces variables sont importantes. Alors, quand on décide d'embarquer dans cette aventure, il faut savoir que ça va prendre du temps. Et c'est qui le stakeholder principal dans votre message? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que c'est un fondateur comme la compagnie de pain, Weston, je pense? C'est qui va être dans votre message essentiellement? Mais surtout, je dirais, en mot final, un peu d'équilibre. C'est vraiment bien de dire, ça c'est moi à la plage, non, c'est pas vrai. Not true at all. Fake news. Alors, c'est vraiment facile de dire, ouais, on va faire ça. Moi, je travaillais à la Banque Royale. Il me reste 3 minutes, je vais essayer de faire ça dans 1 minute. Je travaillais à la Banque Royale. J'ai adoré ça quand je finissais mes études en finance. J'avais 21 ans. Je pensais que, ouais, à l'âge de 35, je vais être président de la Banque Royale. Not gonna happen. Alors, j'ai quitté, mais j'ai vraiment, vraiment aimé travailler dans le domaine de la service à la clientèle. J'adorais être waiter, serveur, whatever. Puis j'aime bien servir. J'adore avoir des amis chez nous, et faire de la nourriture et m'assurer que tout le monde est heureux. Mais dans le domaine du travail, il faut être réaliste que ça prend des profits. On a toujours mis, je dis, we put people and product ahead of profit. Okay? On n'a jamais eu, we never laid anybody off, ainsi de suite. Mais c'est juste pour dire, c'est pas évident. Quand on est une compagnie comme L'Oréal, il y a des actionnaires. Quand on est une compagnie comme McDonald's, c'est un peu plus impatient que d'autres. Mais je veux dire, si vous avez l'opportunité d'être patient, it's the greatest feeling in the world, mais il ne faut pas être un peu perdu de dire un peu trop idéaliste, parce que c'est bien beau de raconter des histoires, mais au bout de compte, il faut vendre des produits, augmenter la part de marché, et ainsi de suite. Merci beaucoup, grandement apprécié.